D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Nous voici à Marrakech avec Yasmine El Badaoui, architecte, et nous sommes dans une villa témoin du projet Route 10 de la Malif, une superbe villa. Ce sont des projets immobiliers qui se vendent à des footballeurs professionnels et à des vedettes de la variété internationale. Enfin, on est très confortable. Yasmine El Badaoui surveille ce chantier de très près. Mais elle avait quand même passé 2 ans à Tanger pour préparer son mémoire de diplôme d'architecture qui porte d'ailleurs sur Tanger. Utopie urbaine, patrimoine et paysage, le cas de la Médina de Tanger. Elle va nous expliquer absolument tout. Mais elle a aussi travaillé en tant qu'architecte junior à RB Architecture à Tanger de 2022 à 2024. Puis elle est revenue passer son diplôme à Marrakech. Elle a été aussi, durant ces 2 années, l'assistante de Aziz Al-Araki à Galerie Kent. Yasmine El Badaoui a, dans sa jeunesse, été stagiaire ou a travaillé à la commune urbaine de Marrakech et toujours à Marrakech, travaillé pour Marie Bastide Studio, Rock Studio, Mohamed Benani Architects, je crois que ça se dit en anglais, et pour la TGC. Elle est passionnée des arts visuels. Yasmine El Badaoui, alors pourquoi d'abord avoir travaillé sur Tanger dans ton diplôme? Parce que j'ai eu un coup de foudre presque spirituel à ma première visite de Tanger, donc j'avais à peu près 16 ans ou 17 ans, et je me suis dit un jour ou l'autre j'habiterai cette ville. C'était pas forcément rationnel, bien que après avoir fait mes études d'architecture, le choix de Tanger m'est paru assez frappant, enfin surtout en comparaison avec Marrakech, qui est une ville presque accidentelle, alors que Tanger, vu son histoire millénaire, qui a été fondée par les Phéniciens, les Romains, et toute l'histoire noble et épaisse de cette ville, je me suis dit qu'il fallait à tout prix travailler dessus et avoir cet œil comparatif par rapport aux autres villes du Maroc. Mais Marrakech a quand même aussi une épaisseur historique incroyable et peut-être beaucoup plus civilisationnelle par rapport au Maroc que Tanger. Oui et non. Marrakech, à la base, a été un camp militaire almoravide pendant la conquête de l'Andalousie. Donc c'était d'abord un camp militaire qui s'est ensuite développé en ville. L'histoire de Marrakech a été compliquée de par la nature de l'espace, vu qu'il n'y a pas forcément de rivière ou de cours d'eau, donc on a dû revenir à certaines techniques ancestrales pour avoir de l'eau. Donc vers le XVe siècle, on a amené des ingénieurs d'Espagne qui ont installé le système de Khetara pour pouvoir subvenir aux besoins hydriques de la ville, qui n'étaient pas forcément gagnés, alors qu'une ville comme Tanger, qui coche un peu tous les besoins qu'ont une ville par rapport à son relief, par rapport à son réseau hydrographique, par rapport à sa faune, à sa flore. Donc tout ce palimpseste naturel mène à avoir une ville qui n'aura pas nécessairement besoin d'intervention d'ingénieurs ou techniques pour exister, alors que Marrakech a eu besoin de cet afflux technique pour pouvoir subvenir à ses besoins en général. Oui, mais Marrakech est une ville impériale, ce que n'est pas Tanger. Oui, ça c'est indéniable. Historiquement, on voit des bâtiments fabuleux. C'est là que le palimpseste de l'histoire. Marrakechia, c'est un palimpseste des couches à millefeuilles marocains de toute l'histoire du Maroc. Palimpseste voulu. Ça a été politiquement voulu, ça a été militairement voulu. C'est une question très humaine. Le palimpseste marrakchi est principalement historique, alors que le palimpseste tangérois est d'abord naturel. C'est une ville qui devait exister. Elle ne doit pas son existence au hasard humain. Elle doit son existence au fait d'être. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans cette ville. D'où le sujet de ma thèse. Mais je vais quand même un petit peu insister. Justement, la ville qui est voulue envers et contre la nature et les difficultés topographiques, on va dire, la montagne, le froid, le désert, il y a une telle volonté que c'est là que s'inscrit vraiment la civilisation et la culture marocaine. Aussi fortement qu'à Fès, qui est aussi une ville historique voulue. Oui, mais après,
qu'est-ce que l'histoire marocaine? Qu'est-ce que l'épopée étatique qu'est le Maroc, entre guillemets? Oui, nous avons cette unité territoriale, etc. Et le Maroc est la plus grande preuve des spécificités territoriales et tribales. Marrakech, oui, c'est une ville impériale, mais elle a été influencée par les tribus berbères à côté, autant que Tanger a été influencée par l'histoire de ses environs, autant que Fès, autant que Salé ou Rabat ou Casablanca. Donc oui, c'est des villes impériales. Oui, elles ont un poids historique dans les dynasties royales marocaines, effectivement. Mais le fait d'être impérial ne fait pas forcément leur histoire. Leur histoire est une histoire commune, une histoire de peuple, d'aller et de retour. Et justement, le fait que Tanger ne soit pas impériale et qu'elle ait quand même une épaisseur historique aussi importante est quand même preuve que ce n'est pas l'impérialisme de la ville qui fait la ville. Bon, on comprend que c'est la singularité qui t'attire et que c'est le côté un peu décalé. Alors qu'est-ce que tu es allé chercher à Tanger? En termes d'architecture, bien sûr. En termes d'architecture, ce qui m'avait appelé, c'est d'abord cette hétérogénéité de la ville, parce qu'on voit que chaque quartier, quand on arrive, on voit que on a le quartier espagnol, le quartier français, le quartier italien, la Médina. C'est très foisonnant et c'est très différent. Et pourtant, il y a ce vivre ensemble architectural, visuel. Il n'y a pas de coupure nette entre ces espaces-là. Donc c'était pour moi l'utopie peut-être de se vivre ensemble. Et c'est ce qui m'a attiré peut-être au début. Mais je dirais d'abord la lumière de Tanger, c'est beau. Tanger c'est très très beau et c'est percé sur la Méditerranée, sur l'Atlantique, ce relief qui ouvre des champs visuels et perspectives magnifiques qu'on ne trouve pas sur les plaines de Haouz ou les plaines de Casa ou Rabat ou voilà. Mais est-ce qu'on peut faire un mémoire d'architecture sur la lumière de Tanger et sur les perspectives, les points de fuite du paysage? Ma thèse avait comme lieu Tanger, mais c'était aussi un peu un résumé de toutes mes réflexions théoriques de mes 6-7 ans à l'école d'archi, notamment donc le titre Utopie urbaine. Pas seulement en architecture ou en art, c'est toute l'histoire contemporaine, la mort de Dieu, on a tout ce qui est niche, tout ce qui est modernisme, etc. Donc la fin de l'utopie et la concentration sur l'intestin de l'humain, de la société, pour moi c'est assez fulgurant. Et chercher le parfait, chercher Dieu, chercher l'utopie, c'était un peu ce qui m'intéresse dans ma pratique architecturale. Je trouvais que Tanger s'apprêtait en tant qu'espace, en tant que narration de l'histoire universelle, ça prête très bien à mon sujet, voilà. Concrètement, en quoi cette ville peut-elle traduire une idée de la perfection de l'utopie, ou en tout cas d'une idée de tendre vers une utopie? Elle s'apprête à réfléchir à l'utopie, mais elle n'est pas elle-même utopie. Elle s'apprête du fait que, comme je disais tout à l'heure, elle existe par elle-même, par sa nature déjà, par son relief, par le fait qu'elle coche tous les besoins d'une ville d'exister, donc son relief qui surplombe la mer, qui est un besoin militaire, son réseau hydrographique avec Oued Ahadan qui traversait la ville, qui maintenant est devenue un quartier de l'ancienne Médina, du fait que il y a eu durant des années, des millénaires, des siècles, cette vie commune entre différentes classes sociales et différentes nationalités. Tanger a été une ville internationale pendant longtemps, donc justement cette harmonie, malgré le fait que ça soit quand même assez hétérogène, m'intéresse du fait que l'évolution se fait de manière naturelle, de manière organique.
Il n'y a pas de réflexion rationnelle nécessaire pour faire cette ville-là. Elle existe avec et contre tout. Voilà. Qu'on l'ait voulu ou non, Tanger aurait été ce qu'elle est. Exactement. Est-ce que tu prends en compte, par exemple, quand tu parles de cette naturalité, on va dire, de l'existence de la ville, qu'à un moment, c'était juste un camp militaire, quand c'était une ville britannique, anglaise, et même auparavant portugaise, il y avait, je crois qu'à un moment, il y avait 2000 soldats anglais et 5 marocains à Tanger. C'était vraiment un petit camp. C'était pas grand-chose et c'était pas marocain. Oui. L'intramuros peut-être, mais Tanger ce n'est pas que l'intramuros, c'est aussi les tribus à côté, c'est les villages, c'est l'arrière-pays, Rifan, qui est quand même le socle de la ville et qui font leur va-et-vient selon le statut politique et militaire de la ville. Donc oui, peut-être que pendant une certaine période portugaise et britannique, ça a été très militaire, mais éventuellement ça a changé. Et c'est justement ce flux d'êtres humains qui a fait d'elle ce qu'elle est. Au final, Tanger a son socle périurbain, un arrière-pays dont l'agriculture est quand même importante. Enfin voilà, donc elle a quand même un bagage extérieur qui fait ses va-et-vient selon le statut de la ville. Ce qui me semble t'avoir touché, c'est le côté justement, tu parlais d'un quartier italien, d'un quartier espagnol, le quartier la Médina plutôt marocain, tout quartier français. Il y a tous ces quartiers plus ou moins bien définis, mais surtout le sentiment d'un gros mélange. Est-ce que tu n'as pas, au final, été touché par le côté laboratoire d'une globalisation, d'une mondialisation, d'une internationalité dans le Tanger du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle? En tant qu'architecte, par rapport au bâti en tout cas, je ne pense pas que Tanger, qu'elle ait été un laboratoire architectural ou urbanistique, contrairement à Casablanca par exemple. Casablanca a été et le laboratoire des architectes modernistes numéro 1 à l'international. Agadir aussi, mine de rien, après la reconstruction du séisme des années 60, 69. Mais Tanger, ça a été une ville habitée. Il n'y a pas eu énormément de réflexion architecturale. C'est pour ça que je m'y suis intéressée, parce que moi, je ne cherche pas la prouesse architecturale dans Tanger. Je cherche la lecture du palimpseste de la ville, donc à savoir son relief d'abord, ses réseaux hydrographiques, sa faune, sa flore, l'histoire de la ville et les différentes parties qui font cette ville-là. Alors que si je devais m'intéresser aux prouesses architecturales et d'ingénierie du bâti, ça serait plutôt Casablanca ou Agadir. Mais voilà. Mais sans parler de prouesse architecturale, de prouesse de réflexion sur l'architecture, ce que n'a pas Tanger effectivement. Tanger, l'air de rien, là tu es en train de nous dire, et c'est bien de nous le révéler, c'est une ville de stuc, c'est une ville de façade, c'est une ville à l'espagnol, pré-franquiste et franquiste, c'est-à-dire de façade, vraiment. Ouais, c'est ça. Tanger, c'est une ville de pirates, c'est une ville d'espions, c'est une ville de mystères, d'écrivains, d'artistes, et elle a beaucoup donné. Et ce mélange-là, ouais, ça se lit pas forcément dans le bâti, c'est vraiment dans l'intérieur de la ville, c'est vraiment le ventre de la ville qui est intéressant, et non pas la façade elle-même, parce que la façade, j'imagine, ne vaut pas grand-chose, mis à part les perspectives sur la mer. La façade à Casablanca est une réussite parfaite. Tanger est une ville d'apparence, alors? Je dirais pas ça, non. Tanger n'est pas une ville d'apparence, c'est une ville, je ne saurais pas dire. D'apparence un peu, oui, peut-être. Mais c'est une ville de réseau. C'est une ville de réseau, de cheminement. Ça grouille. Il faut savoir trouver les bons systèmes. C'est une ville qu'il faut comprendre de manière presque mathématique. C'est une ville qui a beaucoup de logique. C'est une ville bien réfléchie, mais aussi un peu bordélique quelque part. Il y a un peu de tout à Tanger. C'est une ville complète. Oui, bordélique et réfléchi. Comment tu définirais structurellement la Médina? Donc la Médina est structurée autour du Docmanus Maximus, qui est la rue principale romaine, qui est la rue Siarine. Et au milieu, on a le Petit Souko, qui est le forum ancestral. Et donc on a cette voie-là, qui est limitrophe à Ouad Ahardan, qui était le premier réseau hydraulique de la Médina, et Bnidr. Donc c'est vraiment cette voie-là qui sépare la ville en deux. Bnidr qui est quand même
la partie la moins touristique, la moins mise en valeur de Tanger, qui est aussi la plus populaire, la plus... Mais qui historiquement était la partie où il y avait les résidences, les légations. Au 19e, les résidences des représentants internationaux, où il y avait les postes, où il y avait les administrations. Ça a été un peu le quartier chic, Benéida. C'est ça, mais vers le 19e siècle, au cours de l'histoire de Tanger, c'est devenu un quartier chic, mais ça n'a pas toujours été. En tout cas, maintenant, ce ne l'est pas, forcément. Oui, on a toujours la légation américaine, les petits musées là-bas, mais c'est la partie la plus populaire de Tanger. Alors que la Casbah, c'est vraiment le quartier huppé maintenant. Les belles maisons d'hôtes, les maisons qui coûtent une blinde, c'est vraiment la Casbah. Et d'ailleurs, beaucoup d'habitants marocains de la Casbah parlent du fait que c'est devenu très francisé, très étranger maintenant, vu que la plupart des biens là-bas appartiennent à des Américains, des Anglais, des Français, etc. C'est très gentrifié maintenant. Mais à Casbah, qui était le Dar el Marsen, le quartier qui tournait autour du Palais Royal et qui, très vite, avec la modernité, est devenu un quartier très pauvre aussi. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que la Casbah, c'est une partie de Tanger qui est très spéciale parce que ses habitants, pas forcément de métier ou de job, ils arrivent à joindre les deux bouts pendant la journée, à trouver des petits boulots. Et c'est pas forcément un quartier pauvre, c'est un quartier de gens libres quelque part, je trouve. Ou du moins des gens que je connais de là-bas, j'ai l'impression qu'ils vivent très bien sans pour autant être riches. Ça, c'est l'esprit de Tanger, de gens qui veulent pas être esclaves d'un travail, d'un poste. Oui, c'est très tangérois. Effectivement, c'est très tangérois de ne pas se soumettre aux dictats de la société, du salariat, ouais, c'est ça. C'est quand même rafraîchissant d'habiter une ville qui a quand même cet esprit-là. Venant de Marrakech, Casa, etc., où vraiment le boulot, la carrière, le salariat, c'est quand même assez important dans la vie des gens, que ce soit au Maroc ou ailleurs d'ailleurs. Mais Tanger, ça garde quand même cet esprit un peu pirate, un peu libre. Frondeur, on attend le coup. C'est ça. Découpage de prendre à l'opinal, guigne dans le jeu des quartiers populaires. Plus de temps, c'est pas grave, plus de fierté qu'on t'a eu, aucune hâte. Vendre la salade peut tourner au vinaigre, vite fait du sale. C'est ce que m'a dit Mehdi, elle est bonne, ça compense. J'oublie qu'elle débite des inepties. Faut que je me diversifie, que maman se repose sur divers sofas. Elle est belle la misère, si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffe. Pourquoi je fais le lover, chauffe, ne crois pas que mon cœur a toute heure tombe. Donc fais-en, profite tellement de mal que même ma douleur sauve. Je fais pas ça toute ma life. Je prendrai le flow, la maille, je reviendrai chez. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle bout de ma table, le rencontrer. Je fais pas ça toute ma life. Je prendrai le flow, la maille, je reviendrai chez. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle bout de ma table. Après j'ai cassé l'épisode, j'ai pas la longueur du Tada Olivier Tom. Comme moi c'est trauma. C'est plus une signature chez Sony qui sort. Corps anesthésié mais je réfléchis sobre. Plus t'es vif, plus t'as de la monnaie qui dort. Et comme les autres t'étais réticent. Et tu reviendras une fois le produit qui sort. Je le fais pour le fun, pas pour le boule des folies. Gauche t'es eu en pote mais je vais te garder en fan. Et toi t'es pas la seule, toi t'es pas la seule fille qui marche à l'hôtel. Les miens ont pris la mer quand elle a hooligan. Ils pètent, ils meurent. Alors pour revenir à ton mémoire. Mon mémoire est composée de deux parties. Une partie théorique, où j'ai développé la théorie de l'utopie moderne, depuis sa genèse, la genèse du mot utopie, entre utopia et eutopia, donc le non-lieu et le bon lieu, de Thomas More, qui s'est inspiré de Platon, de Hésiode, etc., jusqu'au concept beaucoup plus concret des utopies urbanistiques, à savoir avec Le Corbusier, avec la Brodecker City de Frank Lloyd Wright, avec l'utopie de la ville-organisme japonaise pendant les années 70, et justement l'idée d'une ville, organisme d'une ville qui se développe organiquement m'intéressait dans le cas de Tanger, vu justement que on a des quartiers différents, des cultures différentes, des couches sociales différentes qui arrivent à vivre sans pour autant qu'il y ait de clash forcément. Je trouvais ça intéressant à développer à Tanger, et j'ai rajouté à cela le concept du groundscape, qui est un concept pensé par l'architecte français Dominique Perrault, et qui, en gros, réfléchit à l'urbanisation de la ville en profondeur. C'est-à-dire que c'est en sculptant la roche du relief
qu'on pourrait étendre la ville. Et je trouvais ça intéressant à Tanger, vu qu'elle s'étend horizontalement, donc avec Boukhalaf, avec tous ces quartiers périphériques. On voit que Tanger est devenue presque mégalopole à ce point-là, tellement c'est étendu horizontalement. Et je trouvais que c'était intéressant de creuser vraiment le centre historique et de continuer à écrire l'histoire de Tanger dans son cœur même. Et d'où le projet technique, donc c'est la deuxième partie de mon mémoire, et c'était de m'attarder sur Place El Mouchouar. Donc j'ai un peu analysé la Casbah entre Place Tabour, les différents derbes, les différentes ruelles qui mènent vers la place du Mouchouar et les portes, enfin cette percée sur Bab Bahar, sur Bab Haha et Bab Tabour, etc. J'ai voulu reprendre cette place-là et sculpter ce relief sur la façade maritime en créant ce que j'ai appelé les ateliers de Tanger, qui serait là où se retrouveraient et les investisseurs qui habitent la Casbah aujourd'hui, vu qu'elle est gentrifiée, et les jeunes artistes, vu que Tanger est très foisonnante et a beaucoup produit de créateurs, ce que j'ai aussi appris à travers mon expérience à la Galerie Kant aux côtés de Aziz Al-Araki. Et donc je me suis dit que ça serait super intéressant de pouvoir lier et les investisseurs étrangers et ces jeunes créateurs dans un espace ouvert. Donc là, j'ai créé sur 3 plans différents. Sur la face maritime de la Casbah, j'ai sculpté le relief en créant des ateliers, des espaces de rencontres, des galeries, etc. Et donc ça a été le sujet de ma thèse, enfin la partie technique en tout cas, le projet. Un aménagement du front de mer en fait de l'ancienne ville. Exactement. Et c'est un projet que je voulais être évolutif dans la réflexion aussi de la ville organisme. Donc j'ai d'abord créé les premières strates, mais qui pourraient continuer jusqu'au front de mer. C'est vraiment réfléchir à continuer Tanger plutôt que l'étendre. Au moment où on va raser Bab Bahar pour faire construire le téléphérique, c'est-à-dire qu'on va raser un quartier populaire qui donne sur la mer, où vivent des vieux Tangérois, pour dégager les remparts, que l'on voit les remparts de loin, et permettre au téléphérique de bien circuler. Ces projets-là de raser les quartiers populaires, c'est un peu partout au Maroc, et c'est dans une politique d'image du Maroc, donc c'est gentrifiant, les populations en souffrent, que ce soit à Tanger, que ce soit à Marrakech, que ce soit à Casablanca. Ces histoires, on les entend tous les jours, de quartiers populaires qu'on rase du jour au lendemain et qu'on nomme douar ou bidonville, alors que c'est des quartiers qui marchent très bien et qui, au contraire, devraient être rénovés et équipés, réappropriés par l'État, plutôt que d'être rasés pour quelconque franc touristique ou économique ou quelque chose d'autre. Moi, j'ai vécu Hafa, qui était un ancien bidonville, et j'ai écrit un long texte pour expliquer que c'était l'architecture millénaire marocaine, que ces petites ruelles ont retrouvé la Médina. C'est la Médina qui était dans la tête des habitants, qui se reproduisait à l'infini dans ces quartiers populaires. Et c'est vraiment la réflexion de l'organisme, des cellules, des veines. C'est très vivant, la Médina, et les douars aussi sont vivants, et les bidonvilles sont vivants. Mais leur donner justement ce statut de bidonville insalubre, c'est une énorme erreur de la part des décideurs, je trouve. Ce que tu proposes d'en faire des espaces artistiques, on va dire, c'est un peu la destinée qu'est en train de trouver Darbaroud, le Borge de Darbaroud, qui maintenant accueille des ateliers, accueille un petit musée. Ça trouve cette voie-là. Je suis très contente de voir que Tanger commence à prendre cette voie-là, qui n'était pas forcément acquise dès le début, vu que autant la ville produit d'artistes et d'artisans et de créateurs, autant c'est surtout à Marrakech et à Casa qu'ils arrivent à vivre de leurs arts, alors que il était temps que Tanger puisse s'épanouir de ce côté-là. Ouais. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero
entrega en pedra. No puedo pedirle al eterno simple y mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Très paradoxalement, tu parles de cette organicité de la ville ancienne, centre-ville, parce qu'on peut inclure le boulevard sous le magazine, tout ça, c'est très organique justement. Et pendant très longtemps, la ville que tu n'as pas connue, je pense, était désorganicisée avec tout son suburbain, toutes ces banlieues qui étaient complètement détachées de la ville, qui étaient un Far West quasiment, c'était du bled si bas, où d'ailleurs il y avait des problèmes sociaux parce que c'était tellement éloigné du battement de vie urbain que ça posait problème. Et d'un seul coup, avec toute cette rénovation qui rase les bidonvilles, il y a aussi un énorme effort d'organicité de la ville vers le suburbain lointain, qui est maintenant, grâce à des projets que je qualifie volontiers d'haussmanniens, complètement rattachés au centre-ville et d'une façon extrêmement efficace. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu l'as vécu? Je l'ai compris, mais je ne l'ai pas vécu. Moi, je me suis principalement intéressée au centre-ville. Je refusais de quitter le centre-ville de Tanger parce que justement, je voyais le Far West encore. Mais ça, c'est un phénomène qui frappe toutes les villes du Maroc. Marrakech aussi, enfin tous les nouveaux quartiers à Marrakech ont été des bidonvilles, ont été des douars qui ont été rasés et réaménagés un peu en cité dortoir, hein, ce rattachement au centre-ville et cette dépendance presque au centre-ville. Moi, je la trouve quand même un peu... c'est dommage qu'on ait des quartiers qui n'ont pas forcément d'identité et qui se rattachent toujours au centre. Et en même temps, avec leurs dispensaires, avec leurs théâtres, avec leurs espaces culturels, l'air de rien, c'est quand même très bien aménagé. C'est pas juste faire des routes et de l'eau et de l'électricité. Il y a aussi un aménagement social fort. Comme je disais, j'étais vraiment focalisée sur le centre-ville. Je ne quittais pas le centre-ville de Tanger. Ma thèse portait sur la Médina et je n'ai pas vraiment les éléments de réponse par rapport à ça. Par ailleurs, qu'est-ce que Tanger aurait pu t'apporter? Énormément, hein. Je sais pas si je pourrais l'exprimer verbalement ou pas. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont beaucoup influencé la vision que j'ai du monde, etc. C'est une ville très libre, comme je disais tout à l'heure, et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être libre. Elle m'a apporté de la beauté, hein, c'est beau, Tanger. Moi, quand j'y suis, je marche 15 km, 16 km sans m'en apercevoir, juste parce que c'est percé sur la Méditerranée, ces ruelles dans la Médina, les ombres que porte cette lumière, enfin, c'est ça, c'est la beauté de Tanger que je capte, que je garde en moi en tout cas. Là, j'utilise quotidiennement en étant à Marrakech l'avenue Khattabi. Quand on part de la périphérie et qu'on va vers le centre, cette sublime vue sur la Koutoubia et l'Atlas derrière, ou sinon quand on prend l'avenue Mohamed VI, l'Atlas qui est encore enneigé au mois d'avril, le sens de la perspective, c'est Marrakech, sacrément. Les avenues ici ont été conçues avec la réflexion de la perspective, que ce soit l'avenue Khattabi avec la vue sur la Koutoubia ou l'avenue Mohamed V, si je ne dis pas de bêtises, qui donne sur la Ménara, Guéliz, ou en tout cas les quartiers qui sont périphériques ou limitrophes à la Médina, ont cette réflexion de percée visuelle, ça c'est sûr. Là, on est dans le véritable héritage français, les grandes perspectives. C'est ça, en fait, c'est un dessin français avec de grosses avenues pour les voitures. Et c'est ça. Alors que Tanger, c'est très piéton aussi, le centre-ville en tout cas. Tanger, il y a des échappées. Voilà. Je viens d'en parler avec Fouad Belhamine d'ailleurs, lui qui est l'homme de la frontalité des murs de Fès. Tanger, c'est des échappées. Marrakech, c'est des perspectives. C'est pas la même chose. C'est ça. Marrakech, c'est des perspectives architecturales. C'est du bâti, c'est de la roche. On ressent vraiment cet aspect minéral de la ville, alors que Tanger c'est très maritime, très aquatique, c'est bleu, cette lumière qui se transpose entre ciel et terre, enfin c'est très poétique, alors qu'ici c'est construit, c'est mastoc un peu, enfin c'est beau aussi, ça a sa propre poésie. Je ne dirais pas le contraire, mais c'est différent. Et alors qu'est-ce que t'aurais apporté Marrakech dans ta vie de jeune femme? Je suis née à Salé et je suis venue à Marrakech à l'âge de 4 ans. Mais j'ai grandi à Marrakech. T'es pas née, mais t'es Marrakechia, t'as grandi ici. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que m'a rapporté Marrakech? Beaucoup d'amitié, un très beau parcours universitaire à l'école nationale d'architecture de Marrakech, où j'ai pu m'imprégner
de l'architecture bioclimatique de la Médina. Donc on s'est beaucoup attardé sur la construction en terre, les techniques traditionnelles de construction. On s'est beaucoup attardé sur la rénovation du patrimoine, qui est quand même un sujet d'actualité au Maroc. Enfin, surtout en ayant visité les quelques musées de Tanger, mis à part celui de la Casbah qui est bien rénové, mais celui de la Villa Harris. Enfin, il y a certains projets qui devraient quand même être revus. Mais ayant eu cette formation-là, je suis très contente de... Enfin, Marrakech m'a beaucoup donné, hein. Et cette formation en fait partie. Et alors, en tant qu'architecte, Marrakech, dans ta tête, ça a structuré quoi? Ça a structuré ma vision sociale du monde, parce que Marrakech est une ville de dichotomie entre les Marakis et les étrangers. Et c'est un rapport assez spécial, parce qu'on a presque l'impression que la ville est construite autour du touriste, limite. En tout cas, depuis les années 70-80. Et l'expérience que j'ai du haut de mes 26 ans, c'est vraiment la Marrakech internationale où en janvier, février, on a des touristes en robe qui se promènent. Alors que nous, on est stressés en allant à l'école, donc c'est quand même assez intéressant. Donc oui, j'ai été très marquée par cette vision-là, mais aussi par le bon vivre des Marakis, leur humour, leur amour de la nourriture, de la musique aussi, leur tradition un peu mystique, si je puis dire. Voilà, ces traditions gnawa, cette porte sur l'Afrique aussi. Marrakech, c'est autant que Tanger, c'est un portail. C'est un portail sur le Sahara. Autant que Tanger, c'est le portail entre l'Afrique et l'Europe, ou l'Occident en général. Mais Marrakech, c'est vraiment entre le Sahara et le Maroc vert, je dirais. Et c'est un portail spirituel important, mais pas que. Il y a une confluence de culture à Marrakech aussi, je dirais. Quand tu parles de dichotomie, tu entends quoi? Tu le vis comment? Et je comprends du coup, là, maintenant, ta fascination pour Tanger où il n'y a pas cette dichotomie. Ou, en tout cas, il n'y était pas. Peut-être que l'abus d'investisseurs en maison d'hôtes pourra faire changer cette harmonie. Mais c'est vrai que à Tanger, c'est très, très harmonieux, c'est très cohabitant. Ce n'est pas le cas à Marrakech. L'une des choses qui m'avait frappée quand je venais de m'installer à Tanger, c'est que j'étais au centre-ville, dans un quartier, du centre-ville. Et à mon sens, selon mon expérience à Marrakech, le centre-ville est censé être un quartier un peu huppé, le loyer était quand même assez cher, etc. Et pourtant, il y avait une mixité sociale très intéressante, il y avait les restos Chahabi, etc. Ce qui n'est pas le cas à Marrakech. Quand on est à Guéli, c'est vraiment les beaux restaurants, le beau service, les belles vitrines, alors que le centre-ville de Tanger, c'est vraiment... Là, on retrouve le mall Ibn Battuta avec les belles vitrines, et juste à côté, il y a le resto de sandwich très Chahabi, etc. Donc, cette cohabitation-là sociale m'avait beaucoup intéressée à Tanger, qui n'existe pas forcément à Marrakech. Marrakech, c'est vraiment très socialement coupé. Là, on a les espaces pour la population un peu plus pauvre, un peu plus, la classe moyenne, la classe supérieure, c'est très structurel. Du coup, c'est vrai que Tanger, c'est la réalisation d'une utopie dans ce sens-là. Quelque part. Ou du moins socialement. Une utopie socialiste, peut-être. Oui, c'est vrai, parce que l'utopie, selon Platon, ce n'est pas Tanger. C'est vraiment les maîtres et les esclaves, et c'est Marrakech, en fait. Alors que Tanger, c'est l'utopie un peu socialiste, de la mixité sociale, du savoir-vivre ensemble, etc. Voilà. Mais, pourquoi aller chercher très loin? C'est bien le propre de la Médina arabe. La ville arabe, c'est pas une ville où il y a des zones de gens fortunés, des zones très populaires, c'est toujours un grand mélange. Fès, ça l'est par excellence. Il y a le Palais Tazi à côté du petit fabricant de babouches. Je ne dirais pas arabe, peut-être musulman, mais pas arabe. Parce que quand on parle d'utopie arabe, on pense peut-être à Bagdad. Et la Médina de Bagdad, alors, elle est comment? Et la Médina de... Damas. Le cœur de Bagdad, c'est quand même le Palais Royal, il me semble. Donc, il n'y a pas forcément cette mixité sociale. Mais il y a toujours le Palais Royal au centre ou sur la marge, un peu comme à Tétouan ou à Marrakech. Et autour se développe une vie extrêmement mixte. C'est ça le propre de la musulmanité, si tu veux. Et moi, je dirais de l'arabité. C'est aussi cette humilité qui n'est pas que dans
le bâti ou dans le tissu urbain, mais dans les mœurs et coutumes musulmanes, enfin marocaines aussi. C'est ça, c'est que t'as le palais qu'on devine à peine de l'extérieur, sauf peut-être de la distance entre porte et porte, l'immense riad, la verdure que cache le mur, et juste à côté tu as une maison très humble où il n'y a pas forcément autant de richesse, mais qui arrive à cohabiter, et que c'est en toute l'humilité et du riche et du pauvre. Alors ça, c'est le propre finalement d'une arabité ou d'une musulmanité. C'est le grand échec, je dirais, pour trouver d'autres références de Marseille, qui est une ville extrêmement mixte socialement, mais qui ne marche pas, qui est une ville un peu schizophrène. C'est peut-être la chose à rappeler et à aller chercher, à démontrer, c'est que la culture arabe est capable de ça, ou la culture musulmane. Oui, parce que la culture arabe n'est pas une culture de façade, c'est une culture de centre. C'est-à-dire que, comme on dit tout à l'heure, le palais se devine à peine de l'extérieur. C'est un mur aveugle qui ne laisse rien transparaître. Autant que la djellaba ne laisse rien transparaître, autant que le haïk ne laisse rien transparaître. C'est vraiment gardé pour soi. Sans pour autant refuser ça, la richesse, mais en étant fier, mais pas dans le paraître. Exactement, et ça ne tient pas que de la richesse, ou c'est aussi des mœurs, de la sexualité, de plein de choses. La sexualité dans le monde arabo-musulman, ou du moins au Maroc, n'est pas tabou, mais n'est pas affiché, voilà. Mais n'a jamais été tabou, et c'est un sujet de conversation. Surtout à Marrakech. Surtout à Marrakech. Peut-être même un peu trop en façade ici. Hein. C'est chercher le centre, c'est être un peu plus introverti. L'image du Zélige avec le centre qui éclate vers les périphéries. Ta vision de jeune femme architecte sur l'architecture en général aujourd'hui dans le monde? Dans le monde? Quand je parlais d'utopie, c'était la recherche du beau, la recherche de Dieu, la recherche de cet idéal perdu via le courant moderniste qui a quand même un peu trop rationalisé que ce soit l'architecture ou les arts, dans un monde postmoderne. Cette recherche-là se fait dans la nature, donc en pensant à ce que fait Franck Gehry ou ce que fait Alvaro Siza, ce qu'a fait Roberto Bofill, etc. Donc c'est vraiment la recherche dans le naturel, dans l'harmonie avec le palimpseste existant, naturel. Donc connaître l'espace d'abord, ensuite essayer de l'améliorer et de trouver la place de l'être humain dans cet espace-là, plutôt que d'imposer
massivement le bâti un peu haussmannien ou autre. Moi, je pense aussi au Corbusier qui avait proposé de redessiner Paris et que c'était de la tabula rasa et d'effacer l'histoire de la ville pour justement créer cette utopie communiste d'immeubles qui se ressemblent, alors que quand j'ai travaillé sur Tanger, je voyais vraiment que c'était une ville qui s'appropriait son entourage naturel, son environnement naturel très très bien, et que je trouve que c'est vraiment la réflexion à avoir, c'est de comprendre l'espace, comprendre le relief, comprendre la nature, et ensuite essayer de dessiner quelque chose pour nous, plutôt que imposer et dominer. C'est cohabiter plutôt que dominer. Alors quand tu parles de Franck Gehry ou de Ricardo Bofill, là il me semble que on est dans le monumental et dans une façon d'imposer l'architecture quelque part à Marrakech, même si c'est une architecture un peu plus pépère ou mémère. Quand tu as Mouyal, quand tu as Bokhara, sauf quand il fait l'opéra qui est une catastrophe, mais Bokhara ancien d'avant le succès, ils travaillaient vraiment sur l'organicité de leurs œuvres architecturales qui se fondaient dans le paysage. C'est marrant. Bokhara est mort alors que j'étais en première année. Et durant cette période-là, on faisait un workshop avec Monsieur Quentin Wilbaud, qui est un architecte belge qui a fait un doctorat sur la médina de Marrakech, dont je me suis beaucoup inspirée tout au long de mes études, principalement par rapport aux rénovations des riads. Et à travers Monsieur Wilbaud, j'ai réussi à tomber sur des dessins authentiques du théâtre de Bokhara. Et c'est dommage que c'est devenu ce que c'est, parce que il avait beaucoup d'espoir par rapport à ce projet-là, qui était quand même demandé par Hassan II d'avoir un théâtre imposant dans la ville imposante qu'est Marrakech, et que ça a finalement été un peu un fiasco, bien que c'est en cours de réaménagement, et j'ai beaucoup de doutes par rapport à ce projet-là. Il n'empêche que c'est un bâtiment qui fait partie de la vie à Marrakech. Moi, j'y étais pour les concerts de l'Orchestre Philharmonique Royal quand j'étais plus jeune. On avait fait des fêtes de fin d'année au théâtre là-bas. Donc, malgré tout, bien que ce soit pas forcément visible, c'est un bâtiment qui fait partie du quotidien des Marrakechis. On s'adapte et on récupère même les ratages. En fait, rien n'est perdu. Tout bâtiment a une fonction à un moment donné. C'est le propre des espaces. Leurs habitants ou leurs utilisateurs forcent leur fonction plutôt que l'inverse. Alors, dernière question, c'est quoi ton utopie? Parce que tous les architectes ont une utopie. Réfléchir l'espace pour l'homme, c'est déjà en soi une utopie. Mon utopie est d'avoir la liberté de décider l'utopie à chaque projet. C'est de réussir à m'adapter. C'est de ne pas m'obliger à avoir un style, à avoir une identité autre que celle de l'espace. Tu me disais que tu admirais Odile Deck, c'est très Odile Deck, ça. C'est vrai, c'est très Odile Deck. C'est très postmoderne aussi, de garder cette liberté de penser. Les études nous forcent le geste. Le parcours en école d'archi ou dans tout autre parcours artistique ou créatif ou quoi que ce soit, on nous force à avoir un geste créateur ou artistique ou une signature graphique ou autre. Et moi, je l'ai eu à un moment donné, vers la 3e, 4e année, à un moment donné, je me suis dit, c'est impossible que je garde ça et que je devrais m'adapter à l'espace et aux clients et au genius loci. Ce dernier épisode de Détroit était consacré à l'architecte marrakechia Yasmine El Badawi, qui a travaillé à Tanger, à RB Architecture et Galerie Kent entre 2022 et 2024, afin de pouvoir rédiger sa thèse portant sur Utopie urbaine, patrimoine et paysage, le cas de la Médina de Tanger. Entretien réalisé en avril 2025 dans la villa témoin d'un projet de résidence de grand luxe promu par l'Amalif Immobilier à Marrakech, kilomètre 10 route de l'Oureka. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques.
solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et Adarnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Yasmine El Badawi, était composée de Bad Bunny, Baile Involvidable, Tiff, Demain c'est Baidi, La Tortura, Jude Line, Raina Rai, Zina et Fleetwood Mac, The Chain. Les 5 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit.